Ceci est un livre audio autogénéré par Google. LOME, prime enfance. Emilia, dit t'es pourrie. Papa Yéma sur ses jambes et moi. La famille Amégan. L'image de mon père est le souvenir le plus lointain de mon enfance. Je me revois encore certaines aubes, à califourchon sur ses épaules. Ainsi me promenait-il devant la maison familiale pour calmer mes pleurs matinaux. Quel âge avais-je ? 2 ans ? 3 ans ? À Maisonneuil, mon père donc était un homme fort élancé, à la peau noire foncée, aux gestes plutôt lents, au port altier, à l'allure compassée. Sa silhouette était reconnaissable de loin par ses familiers, et ne passait pas inaperçue auprès des inconnus. Il portait toujours un costume et un casque colonial blanc, visiblement objet de soins réguliers. C'était un personnage dont l'aspect frappait ceux qui le croisaient, non pas tant à cause de ses pieds nus, la population circulait couramment sans chaussures, mais du fait du contraste de cette nudité partielle et de la vêture soignée de tout le reste de son corps. Amézonli, c'était son vrai prénom, mais très peu de gens l'appelaient ainsi. On lui préférait ses 2 pseudonymes. Le premier, Coucou, prononcé Coucou, rappelait son statut professionnel de cuisinier. Coucou est une naturalisation togolaise du terme anglais cook. Le second, Boko, premier au fermé, deuxième au ouvert, référait à ses activités principales au plan social et accessoires au plan financier. En effet, Amézonli était un Boko, c'est-à-dire dans la tradition togolaise, à la fois prêtre, géomancien et guérisseur. Une précision tout de suite, afin de prévenir toute confusion. Lors d'une discussion avec mes nièces en compagnie de mon frère cadet Yéma, j'en vins à faire état de cette fonction de notre père. Elles tiquèrent d'apprendre que leur grand-père avait été un Boko. Je me rendis compte que mon éloignement du pays depuis une 40aine d'années m'avait dissimulé l'évolution sémantique de ce terme, qui désignerait désormais un sorcier, un jeteur de sorts ou tout autre détenteur de pouvoirs maléfiques. Je dus expliquer à ces jeunes filles, afin de dissiper le malaise perceptible à leur regard, la fonction originelle du Boko. Elles n'avaient donc pas à rougir de leur grand-père. Il n'avait pas du tout appartenu à cette caste redoutée, celle des sorciers. Amézonli était un caractère pondéré. Toujours calme, il ne haussait jamais le ton, n'élevait jamais la voix. À nos bêtises d'enfant, sa seule réponse se résumait en une sempiternelle phrase, une sorte de mise en garde des abusés tournés vers notre avenir. Une phrase que par dérision nous aimions répéter entre nous et qui peut se traduire à peu près ainsi, ça vous regarde ou c'est votre problème. Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu administrer une véritable punition corporelle, à aucun d'entre nous. Cette aversion pour des pratiques éducatives courantes à l'époque, fessées, coups de fouet, coups de férule, n'excluait pas toute sanction de sa part, une sanction qui, chez lui, s'exprimait par quelques légères gifles d'agacement épisodiques ou prenait la forme des apostrophes. Une manie apparemment jubilatoire. Il affectionnait, plus ou moins longtemps après nos manquements, au moment où nous nous attendions le moins, donner au passage, au sinciput du coupable, un coup bref et sec de la pointe de son poing droit, puis continuer sans maudire son chemin, sourire en coin. Aussi, avions-nous pris l'habitude de nous prévenir les uns les autres chaque fois que ces déambulations l'amenaient dans le voisinage de l'un d'entre nous, en criant à la probable victime « RRRR, pan », cette onomatopée étant censée imiter la descente et l'impact du coup de poing sur le crâne expiatoire. Et l'intéresser de s'écarter vivement du chemin du châtiment. Mon père avait 2 épouses. Ma mère était la seconde. Ma mère, Emilia, était physiquement fort différente de mon père. Taille moyenne. Teint légèrement clair, surtout à côté de mon père. Alerte. Rieuse. Contrairement à celui-ci, un Boko, rappelons-le, elle appartenait à une honorable famille catholique de Lomé. Habitant dans la même rue Brazza, elle au numéro 19, lui au 35, leur rencontre avait dû se passer le plus naturellement du monde. En revanche, leur premier pas puis leur alliance n'avaient pu se dérouler avec la bénédiction immédiate de la famille de ma mère. Imaginez-vous donc. La fille d'un chrétien de renom épousait un Boko. Quel sacrilège! Outre le scandale de cette entrée en polygamie. Elle n'en était pas à ses premières frasques. Aînée d'une famille de 8 enfants dont 5 filles, elle fut la seule, à l'exception de l'oncle Michel, cas spécial sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, à ne pas avoir honoré ses parents d'un mariage religieux, puis, elle connut plusieurs hommes dans sa vie, mon père était le 4e.
De chacun des 3 premiers, elle avait eu un enfant. D'abord 2 garçons, ensuite une fille, Simon Kwashi, Gottfried Teko et Modukpe Adel Akpalou. À mon père, elle en a donné 4 autres. Alugba Marie, Kojo Konka, Léon Moi, Yema Emmanuel et Nyonvi Florentine. Les parenthèses indiquent les prénoms moins courants, du moins au sein de la famille. Ma mère avait donc au total 7 enfants. Mon père sur ce plan non plus n'était pas en reste. Sa première épouse qui de son côté avait eu 4 enfants d'un premier lit, Sewavi, Télé, Toukoui et Edoué tous nés à Gbodjan, lui donna une fille Anouvi, encadrée de 2 garçons, Atisso, Jean et Simon. À ne pas confondre avec le fils aîné de ma mère. Pour clore ce chapitre des enfants, il nous faut y ajouter un grand frère, Akakpo Augustin. Aucun lien de sang n'unissait celui-ci à la famille. Il n'en faisait pas moins partie intégrante. Ma mère, je m'en souviens vaguement, un jour me donna des éclaircissements sur les rapports de Zépho, grand frère, Akakpo avec la famille Amégan. Je dois avouer que le cumul des années a fini par obscurcir, comme main autre, ce coin de ma mémoire vieillissante. Quoi qu'il en fût, Akakpo Bejra, son patronyme, était notre frère, cela était clair et pour nous, et pour lui, et pour tout notre entourage. Cette différence patronymique, notoire, ne posait problème à personne. La tradition africaine, déliquescente hélas, sur ce plan-là aussi étendait la notion de fratrie aux liens affectifs forts, même en l'absence de tout fondement familial au sens strict. Récapitulons. La maison familiale Amégan abritait donc 3 adultes, le père et les 2 épouses, et 15 enfants, soit 18 membres auxquels s'ajoutaient 2 ou 3 locataires. Je suis né le 29 novembre 1943. Un lundi. D'où mon prénom togolais Kojo, donné à un garçon né un lundi, conformément à la coutume de mon ethnie, les EWE accent aigu S, coutume selon laquelle le jour de naissance constitue un élément important. Ce premier prénom n'est pas le seul attribué à l'enfant à sa naissance. Il en reçoit un deuxième, un troisième voire un quatrième reposant sur divers critères, ordre de naissance, gémellité, proverbe ou qualité que l'on souhaite lui trouver dans la vie. Vient s'adjoindre à cette série, et plus souvent la limitant et quelquefois, malheureusement s'y substituant, le nom de baptême chrétien. Le mien, Léon. Le jour de ma naissance il ne se produisit aucun événement notable. La terre ne trembla point, mon père non plus. D'abord ce n'était pas son genre et puis il en avait vu bien d'autres. Je n'étais ni son premier enfant, ni son premier garçon. Les premières années de ma vie, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, se déroulèrent dans la maison paternelle. Certains souvenirs tenaces me les rappellent. Un ami inséparable prénommé Sans Mêlé, une petite fiancée dont j'ai oublié le prénom, les déambulations matinales de mon père dans la rue encore endormi, moi sur ses épaules. Kondo. Le nom du père de ma petite fiancée. Tiens, je me souviens du nom du père mais pas de celui de la fille. Monsieur Kondo était un fabricant de savon. Sa maison se trouvait sur l'autre trottoir en face de la nôtre, mais donnait sur la rue de France séquente de la rue Brazza. C'était je crois un ami de mon père. En tout cas il venait souvent à la maison. La gamme de ses produits comprenait une variété dont le nom m'est resté. Akoto, prononcé les 2 O ouverts, c'était une variété très demandée. On s'en servait pour la vaisselle, quelquefois pour la lessive, vers le milieu du mois, d'autres fois encore pour la toilette, vers la fin du mois. En fait, plus que de variété, il s'agissait d'un article de bas de gamme fait de résidus agglomérés de divers savons. Contrairement aux autres qui se présentaient sous une forme parallélépipédique, Akoto, lui, était rond, d'une rotondité plus ou moins régulière selon l'habileté des doigts qui le modelaient. Il était moulé à la main. Et tout le monde s'y mettait, du grand-père au nouveau-né, c'était une entreprise familiale, et parfois des visiteurs de passage. Solidarité africaine. C'était l'époque de la conjuration, avec Efo Gottfried. Il avait des pouvoirs pour conjurer certains saints, en particulier saint Antoine de Padoue, c'est-à-dire provoquer leur apparition. Mais pas n'importe où et à n'importe qui. Les conditions. Les formules conjuratoires. Un garçonnet pur, c'est-à-dire chaste. Un miroir. Un local fermé. Pour les séances de conjuration, Efo Gottfried s'arrangeait pour s'isoler avec moi dans une des pièces de la maison dès qu'elle pouvait rester inoccupée le temps nécessaire. Cela se passait toujours pendant la journée, en l'absence des parents. Dans la pénombre, il me tendait un petit miroir, me demandait d'y concentrer mon attention.
récitait les formules magiques dans lesquelles j'entendais « Je te conjure Saint Antoine de Padoue ». Puis suivait ce dialogue entre nous. Alors ? Rien. Tu ne vois rien ? Non. Pas possible. Je ne vois rien ? Nous effectuâmes plusieurs séances ainsi. Saint Antoine de Padoue jamais n'apparut dans le miroir. Pourtant toutes les conditions étaient apparemment réunies. Le miroir était en bon état, je m'y voyais. La pièce était bien fermée. Et faux Gottfried connaissait les bonnes formules, il ne pouvait en être autrement. Je finis par douter de ma pureté. À 6-7 ans. Tout de même. Ma défiance envers les saints aurait pris naissance à cette époque. Il m'est toujours difficile de m'y fier. La filière de la Gold Coast. Ma mère, femme active, était souvent en déplacement pour les besoins de son commerce. Elle se rendait régulièrement en Gold Coast, la portion ex-britannique du Ghana actuel. Accra, la capitale, était alors un centre commercial florissant. Elle y achetait des pagnes en gros, qu'elle revendait à Lomé. Bien souvent, elle nous emmenait avec elle. Je ne les abandonnerai jamais à la malveillance, confiait-elle à quiconque s'étonnait de voir toute une marmaille autour d'elle. Allusion évidente à ma belle-mère. Ces mots me paraissent aujourd'hui excessifs, même si les rapports empreints d'animosité des deux coépouses justifiaient un minimum de précaution. Mon père, sans approuver l'attitude de ma mère à ceux qui abordaient la question, se contentait de répondre « bof ». Encore des histoires de femmes, se plaçant ainsi au-dessus de la mêlée. Ces voyages n'étaient pas de tout repos. Les véhicules, surchargés de tous côtés, voyageurs dedans, marchandises sur le toit, gémissaient tout au long du trajet. C'étaient souvent des camions ordinaires que l'ingéniosité avait su adapter aux réalités locales, les transformant en moyens de transport bivalents, de choses et de personnes donc, et que le génie africain, non sans péril, avait doté de capacités au moins supérieures de 2 fois à celles prévues par le constructeur. À l'intérieur, des banquettes aux places illimitées, sur le toit un cadre muni d'un filet. Les passagers, principalement des femmes, assis enfants sur les genoux, se serraient les uns contre les autres tant que des candidats se présentaient jusqu'à ce que, et ce n'était pas rare, un des passagers, en général une passagère n'en pouvant plus, pesta. Mais chauffeur, ça suffit comme ça. On n'est quand même pas des sardines. Et celui-ci de répondre « Voyons, chère madame, faites une petite place à notre sœur, on est presque arrivé à destination. » Le moteur n'avait même pas encore été mis en marche. Si le mécontent persistait, il essuyait une impertinence du genre « Silence. C'est à vous le quart ?» S'ensuivait alors une protestation générale. Pour calmer cette réaction en chaîne et mettre fin au tohu-bohu, le chauffeur indiquait à son aide de donner le signal de départ. Celui-ci vérifiait l'arrimage correct et la stabilité relative de l'ensemble des bagages, qui doublaient presque la hauteur du véhicule, et faisait « OK » à son patron qui démarrait aussitôt, le laissant monter à bord en courant. C'était le style de ces assistants qui étaient avant tout des apprentis chauffeurs, et qui aimaient jouer en prime au casse-cou. Le voyage marquait plusieurs arrêts annoncés soit par un brusque « Chauffeur, je descends », tardif, ce qui avait le don de l'agacer, en particulier si la demande émanait de notre protestataire de tout à l'heure, soit par la présence dans le lointain d'un bras agité dans tous les sens. Ce signal n'arrivait pas toujours à immobiliser le camion à l'endroit voulu. Compte tenu de sa vitesse, illimitée sur ces routes, il lui fallait une certaine distance pour s'arrêter. La pauvre candidate encombrée de bagages, c'était rarement un homme, se voyait obligée de courir, de se traîner pour le rattraper. Et le chauffeur à travers la portière entr'ouverte. « Mais ma sœur, pressons-nous un peu. » Le voyage durait toute une journée. Peut-être plus. Dans les villes-étapes, heureusement il y en avait, tout le monde descendait du camion-car. On se désaltérait, on se restaurait, on allait se soulager et surtout on reposait aussi ses reins. Ils en avaient vraiment besoin. Des heures entières sur des banquettes de planches nues, sans dossier, serrés les uns contre les autres, sans aucune possibilité de mouvement, sur des routes chaotiques, dans la torride moiteur tropicale. Quiconque a effectué ce périple une fois dans sa vie, je parle des années 1945-1955, ne manquera pas de se souvenir des pendiculations, des étirements de cou, de bras, de jambes, d'exercices physiques spontanés observés pendant ces repos. Le voyage reprenait quelque temps après.
La durée de l'escale était toujours spécifiée avec une précision toute africaine. À l'arrivée à la gare routière de la ville-étape, le chauffeur lançait à la cantonade « Bon, on va s'arrêter un peu ici. À tout à l'heure ». Chacun devait se fier à son instinct pour déterminer la valeur de ce « un peu ». Ici, la connaissance des habitudes du capitaine avait son importance et ses clients habituels jouissaient d'un avantage certain sur les autres. Car il y avait 2 choses à savoir. 1. Le capitaine avait une maîtresse au moins dans chaque port. 2. La durée de l'escale variait suivant les ports. Et ces 2 paramètres, les habitués les connaissaient. Pourtant, il leur arrivait de se laisser prendre en défaut, ce jour-là, ou bien la maîtresse avait su retenir le capitaine plus longtemps que d'habitude en sortant le grand jeu, ou bien le capitaine avait dû écourter sa visite pour la simple raison que s'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau, il peut y en avoir plusieurs dans un port. Dans le premier cas, il revenait toute voile dehors, plaisantant sur son retard. Dans le second, il rentrait, le pavillon en berne, et surtout ne vous avisez pas de vous étonner de son prompt retour. Si l'apprenti chauffeur avait son style, rattraper le camion-car au vol, le chauffeur aussi avait le sien. Sur ces routes, les accidents n'étaient pas rares. L'imprudence, la forfanterie plus que l'incompétence en étaient souvent la cause. Les chauffeurs n'hésitaient pas par jeu à prendre des risques inconsidérés pour se dépasser les uns les autres, se livrant à des manœuvres hasardeuses qui se terminaient, pas toujours j'en conviens, dans des fossés ou par des télescopages frontaux. Alors, pour éviter de recevoir en pleine poitrine le volant de direction pendant le choc, une technique imparable, semblait-il, avait été trouvée. Pendant la conduite, ne jamais rester face au dit volant. Aussi, le chauffeur se tenait-il toujours de biais, assis sur son siège mais le buste dans l'espace situé entre le volant et la portière. Essayez donc de conduire un véhicule dans ces conditions, sur des centaines de kilomètres et à la vitesse à laquelle il roulait. C'était vraiment des A. À l'approche de la frontière togolaise, des contrôles douaniers inopinés intervenaient. Ces contrôles constituaient en fait une mesure de lutte contre la contrebande notoire qui sévissait entre les 2 pays, principalement dans le sens Accra-Lomé. Le moyen le plus courant utilisé par la contrebande pour échapper à la déclaration en douane, confier la marchandise à des passeurs. Le chauffeur, manifestement de connivence avec les passagers concernés, arrêtait le camion 2 à 3 km avant la frontière. Les passeurs prenaient possession de la marchandise, empruntaient des chemins détournés. Les propriétaires la récupéraient de l'autre côté de la frontière quand ils la récupéraient. En effet, il arrivait à certains passeurs de ne jamais réapparaître. Confrontés à de brusques difficultés d'orientation, une valeur appréciable de la marchandise perturbait souvent leur boussole. Ils se perdaient en chemin dans cette forêt familière devenue subitement inextricable, disparaissaient corps et biens. Un jour, contre toute attente, notre camion reçut l'ordre de s'arrêter bien avant le poste de contrôle habituel. Branle-bas à bord. À la vue des gendarmes, certains passagers paniqués s'apprêtèrent à monter récupérer sur le toit, compétence exclusive de l'apprenti chauffeur, leurs marchandises et à décamper. En fait, il s'agissait d'une opération surprise de vaccination obligatoire organisée par le service de santé ghanéen. Je dis ghanéen pour des raisons de simplicité puisque le Ghana actuel s'appelait alors la Gold Coast. Cet anachronisme me semble préférable à toute gymnastique lexicale pour dériver un adjectif de l'ancien toponyme. La présence du gendarme s'imposait. Peu de gens se prêtaient volontiers à ces scarifications, ce n'était pas encore des piqûres qui vous rendaient fébrile et manchot pendant 2 ou 3 jours et qui, selon la rumeur, vous inoculaient des maladies venues d'ailleurs. On ne se méfiait jamais assez des Blancs depuis l'époque des ancêtres de nos ancêtres. La filière du gali. Le gali, d'aucuns disent gari, est une denrée répandue dans le golfe du Bénin, plus précisément au Togo, au Bénin et au Ghana. C'est un aliment à multiples usages. Il peut se consommer tout seul, prévoyez tout de même un peu d'eau à côté, il en est avide. Délayé dans de l'eau fraîche sucrée, c'est une boisson très rafraîchissante par les grandes chaleurs. Il peut servir de légumes et accompagner aussi bien la viande que le poisson. Pinon, gali koumé, gali photo, eau ouverte s'il vous plaît. Voilà 3 bons plats de gali et la liste n'est pas exhaustive. Évidemment, tout le monde ne les connaît pas. Mais il n'est pas question de me lancer dans un développement sur toutes ces recettes. Ce n'est vraiment pas mon propos. Et puis, pour les curieux,
Il y a toujours un Togolais ou un Béninois perdu dans n'importe quel coin de l'univers. Pourquoi brusquement, sans la moindre transition, je vous parle de Gali? Les opérations commerciales entre Accra et Lomé, je l'ai déjà relevé, se caractérisaient par une transgression permanente des règles douanières, la non-déclaration des marchandises. Et tous les moyens étaient bienvenus. Utilisation de passeurs, risquée, nous l'avons vu, corruption de douaniers, encore plus, nous le verrons. En ce qui concerne la corruption de douaniers, un pot de vin était versé à l'inspecteur censé officier le jour prévu. Le moment venu, il inspectait le camion, les yeux fermés, et donnait quitus sur son chargement. Ici, intervient ce que nous pourrions appeler prosaïquement la règle des 3 gros. En premier, l'inspecteur risquait gros. Une sanction disciplinaire, sa place, la prison, pour qu'il consentît à prendre un tel risque, et c'est là la deuxième règle, le pot de vin devait être gros. Évidemment, la troisième règle, un pot de vin important ne pouvait se justifier que par une grosse valeur de la marchandise. Notre mère monta une de ces grosses opérations financées par des emprunts à des consoeurs. Mais le jour J, l'inspecteur, elle ne saurait jamais pourquoi, s'absenta. Toute la marchandise fut saisie. C'était le début de la dégradation de notre situation matérielle qui, reconnaissons-le, n'était déjà pas brillante. Et aussi, celui d'un défilé de créanciers, défilé qui allait durer près de 2 décennies. Je me rappellerai toujours les visites assidues, indésirables mais inévitables de 2 de ces créancières. Madame DNK et Madame Q, la première en particulier, arrivait l'air mécontent, haussait le ton pendant la conversation. Ma mère tentait en vain de la calmer, soucieuse d'éviter à tout prix l'esclandre. Elle repartait en vociférant des menaces, ameutant tout le voisinage. Un homme peut connaître des humiliations dans sa vie. Assister enfant à l'humiliation de ses parents est l'une de celles qui le marquent d'une blessure indélébile. Madame Q était tout le contraire. À certains égards, elle ressemblait à mon père. Grande de taille. Placide. Elle était borgne et couvrait son œil défectueux d'un bandeau noir. Elle arrivait d'un pas calme, n'élevait jamais la voix, repartait tout aussi calme. Oui, mais tout cela, quel rapport avec le Gali? Nous y venons. La ronde des créanciers devenait intenable. Il fallait à tout prix trouver un moyen d'y mettre fin. Il n'y en avait pas 2, les payer. Ce fut ainsi que nous nous retrouvâmes, Emilia suivie de ses 4 derniers rejetons, Alougba, Léon, Yéma et Nyonvi encore au sein, dans un petit village appelé Tanou. La voilà paysanne, à un âge où les vraies paysannes possédaient depuis de longues années le processus complet de la fabrication du Gali, à s'initier jour après jour aux diverses étapes de cette industrie. Tout était manuel. L'épluchage du manioc suivi du lavage, son râpage sur une planche munie d'une plaque métallique percée de petits trous aux arêtes vives, la râpe, véritable danger pour les mains distraites ou inexpertes qui, dans l'ardeur du travail, en oubliaient parfois la fin du morceau de manioc qu'elles tenaient et râpaient dans la foulée, cris de douleur, leurs propres doigts, l'égouttage de la pâte obtenue, son étalement et séchage après quelques jours de fermentation pour obtenir une farine qui, torréfiée, aboutira au Gali. Enfin, certes, le Gali est mangeable en l'état, mais il n'est pas consommé sous cette forme, tamisé. Il était séparé en Gali sawai, Gali fin, le consommable et en Gali, Gali de cochon, destiné aux bestiaux. Combien de mois avons-nous passé dans ce village? Le parler, les manières, le repas frugal, bref. Toutes les habitudes paysannes gentiment raillées par la ville constituaient alors notre quotidien. Quelque temps après, nous voilà revenus à Lomé. Mais pas pour longtemps. Nous allions nous en rendre compte bientôt, cette retraite de Tanou n'était que le début d'un circuit dont seule Emilia connaissait les étapes et le terme. Port-Gentil. La vie des popos. Mai 1951. Nous voici maintenant à Cotonou, Emilia et ses 4 petits, Alougba, Yéma, Nyonvi et moi. Nous passâmes une dizaine de jours dans la ville dahoméenne, juste le temps pour notre mère d'accomplir les formalités d'embarquement. Elle nous révéla quelques jours avant le jour J la raison de notre présence incognito dans cette ville. Nous allions prendre le bateau. Prendre le bateau. Il est pratiquement impossible à quiconque n'aurait pas vécu cette expérience à cette époque-là, de se rendre compte aujourd'hui de ce que cela signifiait. 6 jours de traversée, rien que de Cotonou à Port-Gentil au Gabon, notre destination. Et dans quelles conditions? Tout comme à Lomé,
une embarcation vous emmenait du wharf au bateau. Pour certains, les ennuis commençaient dès ce moment. L'anopathie, pour les plus sensibles au mal de mer, l'enfer ne s'arrêtait qu'au bout du 6e jour, lorsqu'ils remettaient pied sur la terre ferme. Les bateaux arboraient fièrement les noms des gloires de la République française, Foch, Mangin, Leclerc. Il n'empêche. Tous, fussent-ils des plus illustres, pendant ces 6 jours, à bâbord et à tribord, recevaient par rafale les salves stomacales provoquées par les remous de l'océan. Nous débarquâmes à Port-Gentil, je crois, à fin mai 1951. Pour la première fois, Emilia se voyait coupée d'une partie de sa progéniture, de ses 3 aînés, non pas par quelques kilomètres de terre ferme, mais par des jours et des nuits d'océan. Gottfried la rejoindrait un an plus tard, Maudoukpé, en 1954 ou 1955. Simon, lui, ne quitterait jamais le Togo. À notre arrivée, des amis de notre mère nous accueillirent, ils vivaient là depuis des années. En fait, toute une colonie de Togolais et de Dahoméens s'y était installée. Les autochtones les englobaient sous l'appellation commune de Popo, classification justifiée par leur proximité affective, elle-même née de la proximité d'origine géographique. Une colonie composée pour les hommes, de commis, d'ouvriers et d'artisans, pour les femmes, de commerçantes, soit sédentaires, soit internationales, celles-ci venant vendre au Gabon des produits achetés au Togo ou au Dahomey et vice-versa. En ces années-là, le Gabon constituait déjà une terre d'immigration de la main-d'œuvre togolaise et dahoméenne. Ma mère, dès son arrivée, se spécialisa dans la poissonnerie. Les pêcheurs partaient en mer le soir et rentraient le lendemain matin. La pollution n'avait pas encore causé tous ces dégâts. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et les côtes gabonaises, généreuses, opéraient pendant la saison de pêche, des miracles tous les matins. Les pirogues rentraient au port surchargées de poissons. Et c'était la ruée des poissonnières. Non pas de peur d'en manquer, mais il fallait à tout prix figurer parmi les premières acheteuses, choisir les meilleurs spécimens et, en ce qui concernait les poissons vendus frais, se présenter très tôt sur le marché, avant l'arrivée des premières clientes. Les poissons non vendus frais étaient transportés immédiatement à la maison et répartis en 3 catégories. D'un côté les poissons à sécher, de l'autre les poissons à frire et plus loin les poissons à fumer. Ceux-ci représentaient la part principale. Les opérations commençaient sans tarder. À tour de bras, on les écaillait, les vidait, les lavait. Après avoir découpé les gros tels que les thons, on fumait les uns, on salait les autres et l'on en faisait frire une partie, l'autre, destinée au séchage, étant mise de côté. Le quartier entier, nous habitâmes la Balise à notre arrivée, ensuite à Quartier Chic, puis retour à la Balise, exhalait un mélange d'odeurs de friture et de poissons fumés. La nuit, cette activité se signalait de loin par les flammes des nombreux foyers. C'était un travail long, compte tenu de la quantité de poissons traités. Commencé tel jour, il durait jusqu'au lendemain. Pendant cette période, dans le feu de l'action, on oubliait couramment de manger et surtout de donner à manger aux tout-petits. À 3 heures du matin, quelquefois on entendait « Oh ! Les pauvres ! Ils n'ont même pas mangé !» On venait d'apercevoir, un peu à l'écart du champ des opérations, quelques enfants endormis sur une natte de jonc, le ventre creux après avoir reçu unique réponse à leur « Maman, j'ai faim », plusieurs fois réitéré, le machinal « J'arrive mon petit ». On les réveillait alors par leur nom, tout en tapotant leurs épaules. Enfin, on essayait de les réveiller. Pour ceux que la question intéresserait, sachez qu'il existait 4 espèces de dormeurs. En premier, les ogolos. Eux, ce n'était pas la peine. Une fois endormis, même les canons de Navarone n'auraient pas réussi à les réveiller. Solution radicale. On les prenait, on les emmenait directement au lit. Ensuite venaient les baladeurs. Dès leur réveil, ils prenaient toutes les directions possibles et rarement celles de la maison. On eût dit qu'ils le faisaient exprès. La règle était de toujours commencer par eux. D'un sommeil plutôt léger, il ne fallait surtout pas prendre le risque, en s'essoufflant par exemple à réveiller le zogolo d'à côté, de les voir disparaître dans la nuit noire. Le 3e groupe, ils se mettaient debout sans trop de difficulté mais avaient un mal fou à sortir de leur sommeil. Ils se frottaient les yeux, vous regardaient vaguement, pleurnichaient quelquefois, répondaient complètement à côté aux questions posées, faisaient souvent eux, d'où leur surnom, les eux. Enfin, ils n'étaient pas tous bizarres, les dormeurs normaux. Dès les premiers tapotements sur leurs épaules, ils se levaient, allaient prendre leur repas et s'en retournaient se coucher pour de bon dans leur lit. En vérité,
Ce n'était pas nécessairement un véritable lit. Celui-ci existait, un lit au sur-pied, ainsi conçu pour utiliser l'espace inférieur comme débarras, s'y glisser valises, bassines, ballots et toutes sortes d'effets qui autrement gâcheraient de l'espace. S'ajoutait au lit un ou deux tchatchas. Le tchatcha, schématisons, est un matelas de jonc. Il ne s'agit pas d'une enveloppe remplie de jonc comme pourrait le suggérer le terme matelas. Imaginez plutôt des faisceaux de jonc de 5 à 7 cm de diamètre des faisceaux. Celui du jonc utilisé, lui, ne dépassait pas un demi-centimètre. Des faisceaux fortement serrés et liés les uns aux autres par des ficelles qui les parcouraient à 3 ou 4 endroits et assuraient à l'ensemble d'une superficie d'un matelas à 2 places une cohésion et une stabilité de longue durée. Le tchatcha étalé à même le sol et recouvert d'un tissu bien épais, c'était un couchage parfait. Quand il ne servait pas, il s'enroulait à la manière d'un tapis et se rangeait dans un coin ou sous un lit. Pratique. Une précision pour clore le chapitre du tchatcha. À ne pas confondre avec la natte de jonc évoquée plus haut et appelée aba. Celle-ci, nettement plus fine, était constituée de joncs individuels. Elle s'utilisait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, uniquement par temps sec, ou par beau temps elle recueillait tous les suffrages, soit de corps indolents gorgés de soleil et avides d'une sieste revigorante à l'ombre d'un arbre, soit d'enfants, le soir, assis en demi-cercle autour d'un adulte conteur qui parfois, par malice et pour éprouver le courage d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce, après avoir raconté une histoire épouvantable, se délectait à elle envoyé tout seul ou toute seule, lui chercher un objet quelconque dans une pièce plongée dans l'obscurité. Et la victime rivait à sa place de maugréer, des larmes dans la voix. « Pourquoi moi ?» déclenchant immanquablement les éclats de rire de toute l'assistance. Les enfants couchés, les adultes, après avoir pris un repas sur le pouce, se répartissaient en 2 groupes. L'un continuait le travail. L'autre, chargé d'aller vendre au marché dès le matin même une partie de la production de la nuit, se reposait quelque peu, allongé sur une natte, assis sur le sol et adossé à un pan de mur ou assis sur un tabouret, la tête tombante, vaincu par la fatigue et le sommeil. À 6 heures, on sonnait le réveil des adultes endormis. À peine 2 heures de sommeil. Elles se débarbouillaient, se curaient les dents tout en vaquant aux occupations matinales, prenaient leur douche, s'habillaient. Un petit déjeuner rapide, et les voilà prêtes pour la suite des opérations. Le petit déjeuner traditionnel était le veilli, haricots secs, le zogbon bouilli ou le ti. Ce dernier terme, une transcription simplifiée de l'anglais ti, couvrait une signification nettement plus étendue. Il pouvait effectivement désigner le thé. Plus notoirement, il s'agissait d'une infusion de citronnelle, voire de l'eau bouillie aromatisée au sucre caramélisé. Ce breuvage, sucré, couramment lacté, se prenait accompagné de pain habituellement beurré dans les familles aisées, les jours de grâce dans les autres. C'était la grande époque africaine de la compagnie Nestlé, une époque tellement Nestlé que pour le commun des Togolais le lait concentré sucré, c'était tout simplement Nélé. Au marché il demandait Nélé, à la maison pour lacter son ti. Nélé. Connaissait-il seulement l'existence d'une autre marque de lait ? Il faut le reconnaître, il ne manquait pas de qualité Nélé, surtout il n'était jamais périmé. De toute façon, date de péremption, qu'est-ce que cela voulait dire ? Dans ces petites boîtes métalliques cylindriques recouvertes de papier imprimé, Nélé parvenait souvent aux consommateurs finaux que nous étions dans un état qui trahissait tout le mal qu'il s'était donné, tout le temps qu'il lui avait fallu pour nous atteindre. Papier grignoté de partout, cela on s'en fichait, comme on disait, ce n'est pas le papier qu'on va boire, boîte bombée. Là on se sentait traversé de certaines questions, même si l'on ne se les posait pas clairement. On doutait de la bonne volonté spontanée de la firme d'avoir augmenté la quantité de lait dans les boîtes, gratuitement, juste comme cela, dans un accès de générosité. On constatait du reste le même phénomène avec des boîtes de sardines. Mais dans ce cas-ci, on était vite fixé dès leur ouverture. Elles ne contenaient pas plus de sardines que d'habitude et celles-ci n'en étaient pas plus grosses. Mais alors, pourquoi les boîtes sont-elles bombées ? S'interrogeait-on. Des rumeurs alarmantes circulaient sur ces boîtes de conserve. Les gens s'en méfiaient, les boycottaient, même si au marché les vendeuses assuraient les clients de leur innocuité. La preuve, elles et leurs familles en avaient toujours consommé, elles n'en avaient jamais ressenti le moindre mal. Mais bien sûr, toutes des menteuses. La question était donc tranchée pour les sardines. Mais pour le lait,
On sollicitait l'avis des papilles. Le goût n'en était pas tellement différent, on évacuait les inquiétudes, on prenait son thé. L'important c'est le ventre, du moment qu'il est plein, pensait-on pragmatique. Le petit déjeuner pris, voilà nos vendeuses d'aplomb prêtes à affronter la longue journée en perspective. Et c'était le départ, avec sur la tête des paniers volumineux pleins à craquer de poissons fumés, stabilisés par des tortillons et tenus fermement des deux mains de part et d'autre, soit simultanément, soit alternativement, cette seconde option, retenue à partir d'une certaine distance, permettant aux deux membres supérieurs constamment sollicités dans une position plutôt contraire à leur nature de se délasser à tour de rôle. Les vendeuses parties, les opérations se poursuivaient pour le poisson frit et le poisson fumé. Le poisson salé et séché constituait une catégorie spéciale dite ELAN-ouin-ouin, littéralement, le poisson qui sent. Le séchage, étalé sur près de 2 semaines, ne démarrait pas dans la foulée de la pêche, mais après quelques jours de mortification, qui assurait au ELAN-ouin-ouin une saveur et un arôme particuliers très appréciés dans les sauces préparées avec un soupçon de ce poisson condiment. Cette pratique culinaire subsiste encore dans certains rares foyers au Togo, après sa retraite à grandes enjambées devant les matraquages publicitaires de l'artillerie lourde des maïs cubes, cubor et autres condiments miracles. Genèse d'un surnom. Presque tous les popos portaient un surnom. L'origine en était diverse. Certains référaient à des traits physiques, les Togolais, surtout les Togolaises, ont un péché mignon. Relever les imperfections physiques des autres, la plupart de leurs insultes y puisent leur source, d'autres à des anecdotes. Le surnom suscitait diverses attitudes liées à son caractère flatteur ou péjoratif. Élogieux ou amusant, tout le monde l'utilisait. Il lui arrivait alors de supplanter le prénom. En revanche, s'il s'agissait d'un sobriquet, 2 cas se présentaient. Ou bien l'intéressé ne le supportait pas, auquel cas personne n'osait l'utiliser en sa présence, ou bien il le tolérait de la part d'un cercle restreint de familiers. Mais cela se produisait parfois, par lapsus ou par ignorance, on prenait le surnom pour le prénom, le sobriquet sortait au mépris de cette convention tacite. Et la réaction fusait, immédiate. Ce fut ainsi qu'un matin j'assistais à un échange verbal d'une brièveté inhabituelle chez les Africains, principalement en début de journée où les salutations ont tendance à s'éterniser. Un compatriote arrivé tout frais du Togo en interpella un autre qui passait. « Kofi Anta ». Celui-ci sans s'arrêter le cingla de cette réplique, « Ta mère Anta ». Intrigué par cette répartie vive et insultante, je courus vers ma mère. « Maman est faux Kofi Anne. »« Tais-toi, on ne dit pas ça, on l'appelle Efo Kofi tout court. » La réaction de ma mère m'interloqua. « On ne dit pas ça. » Le nouveau venu avait donc transgressé un interdit. Je commençais à entrevoir les raisons de la mauvaise humeur de Efo Kofi. Après un moment d'hésitation. « Dis maman, pourquoi on appelle Efo Kofi comme ça ? Tu as vu sa tête ? » Oui, je l'avais vu, sa tête. Et depuis bien longtemps. Vous l'auriez vu, vous aussi ? Personne ne vous aurait expliqué pourquoi on l'appelait Anta. À condition de connaître la signification de ce mot. Anta signifie tête de cochon. Il faut reconnaître que la tête de Efo Kofi évoquait plus une hure qu'une tête humaine. Son aspect agitait dans mon esprit une interrogation. Était-ce une erreur de la nature ou l'effet d'une malédiction divine ? Ma mère aussi portait un surnom acquis peu de temps après notre débarquement, un surnom qui avait vite fait d'éclipser son prénom. Laissez-moi vous en narrer la genèse. Au début de notre séjour au Gabon, elle ne connaissait de la langue de Molière que 2 mots, oui et non. D'instinct, elle choisit de répondre oui aux questions des clients et ceux-ci achetaient normalement ses poissons. Mais un jour, son oui éloigna une cliente qui alla s'approvisionner auprès d'une autre vendeuse. Intriguée, de retour à la maison, elle raconta l'histoire à ses camarades. Une Gabonaise m'a demandé, « Pourri ?» J'ai dit oui et elle est partie. Ses camarades éclatèrent de rire, on ne dit jamais ça. Elles lui expliquèrent le mot pourri. Depuis ce jour jusqu'à sa mort, tout le monde l'appela épourri. Bacchanales africaines. Toute la production issue de l'activité de notre colonie n'était pas écoulée sur le marché local. Une partie non négligeable regagnait Lomé et Cotonou, par bateau.
Le travail de la plupart des femmes ne se limitait pas non plus à la seule poissonnerie. Tout ce qui pouvait se vendre sur place ou au Togo et au Dahomey en faisait partie. Sur place, entre autres, divers beignets, en particulier le botocoin à base de farine de blé et de sucre. Pour l'exportation, bois, contreplaqué, fûts, tonneaux, bidons, damjans, bouteilles d'1 litre, sacs de ciment vides, j'en oublie inévitablement. Tous ces produits se vendaient en l'état à leur arrivée au pays, par des commerçantes spécialisées dans ce négoce. Les bidons, bouteilles, damjans lavés à l'eau bouillante et au savon afin de les débarrasser des traces et de l'odeur de leur contenu d'origine reprenaient immédiatement du service. Les sacs de ciment, des 4 ou 5 feuilles qu'ils comportaient, la feuille externe sale et la feuille interne couverte de ciment étaient jetées, les autres découpés en morceaux servaient de papier d'emballage à diverses denrées. Fûts, tonneaux et contreplaqués pouvaient s'utiliser également en l'état, mais en général, subissaient des transformations plus ou moins poussées entre les mains des artisans pour aboutir, méconnaissables, à des objets usuels variés, ustensiles et autres, avant d'atteindre leur destination finale. L'exportation de ces marchandises vers le Togo ou le Dahomey n'était pas toujours une opération aisée. Chaque étape posait des problèmes spécifiques, et chaque problème inspirait ses solutions fondées sur une longue expérience. Règle primordiale, le PTP ou en développé, pas trop près. L'embarquement et toute la série des tâches préalables, manutention, emballage, chargement à bord du camion, déchargement au port, etc., ne devaient pas se programmer trop près de la fin du mois. Organisées en fin de mois ou au cours de la semaine suivante, ces tâches ne trouvaient pas de main-d'œuvre pour les exécuter. Aucun tabou ne s'y opposait, aucune loi ni réglementation non plus. Tout simplement, une partie importante des autochtones, la principale composante de la main-d'œuvre employée en l'occurrence, ne retournait à toute occupation lucrative qu'après avoir épuisé son salaire mensuel. Le soir de la paye, tous les quartiers étaient en fête. Les bars bondés crachaient à la ronde un brouhaha, d'où perçait par intermittence un son de musique amplifié par le vent. Et cela durait ainsi plusieurs nuits. Ces réjouissances mensuelles se terminaient rarement sans bagarre, souvent généralisées. Les esprits échauffés et la raison embrumée par l'alcool, les mots et les coups partaient facilement, les bouteilles, on prenait soin de les vider d'abord, volaient, atteignant parfois des innocents qui à leur tour entraient dans la bagarre. Certains fêtards invétérés, tant qu'ils étaient solvables, élisaient carrément domicile dans le bar entourés de leurs compagnes du moment, buvant la nuit, cuvant le jour. Au dernier franc AEF, le franc CFA viendrait plus tard, ils se faisaient virer sans ménagement par le gérant, à moins que, avant qu'ils n'eussent une fois encore dilapidé l'unique revenu de la famille, leurs femmes habituées à leur dissipation cyclique n'eussent parcouru tous les bars alentours pour enfin les débusquer et les ramener au bercail, au besoin manu militari, après avoir échangé à tue-tête des invectives avec celles qui, durant quelques jours et quelques nuits, avaient usurpé leur place. Et qui, de toute façon, recommenceraient dans quelques semaines. On le devine aisément, les jours suivant la fin du mois n'étaient pas une période propice au travail. Révolte des Gabonais. Un magicien dahoméen ou togolais arriva un jour du pays. Une large publicité à travers la ville draina, le soir venu, une forte proportion de la population vers le lieu du spectacle. Les tours de magie se suivaient dans une ambiance gaie et détendue. Vint le clou du spectacle, le numéro des lames de rasoir. Le magicien avala plusieurs lames, une à une, ouvrit largement la bouche pour bien montrer qu'il ne les y avait pas stockées, prononça quelques mots sibyllins, ce qui arracha un oh de stupéfaction et d'admiration. Puis, une à une, il les ressortit de sa bouche. Un tonnerre d'applaudissements et de hurlements salua l'exploit. À ce moment, intervint un incident qui allait constituer le détonateur d'une crise sociale en train de couver depuis quelque temps. Un individu, apparemment ivre, s'approcha de la scène, adressa quelques mots incompréhensibles au magicien puis, à l'étonnement de tous, monta sur l'estrade. « Moi aussi je peux avaler les lames » cria-t-il à l'adresse des spectateurs. Le magicien interloqué. « Quoi ? Vous plaisantez ? » « Je dis, moi aussi je peux avaler les lames » continua-t-il toujours face à l'assistance. « Regardez-moi monsieur » reprit le magicien, « vous ne pouvez pas, c'est trop dangereux. » L'individu se tourna ostensiblement vers le magicien et tête haute, poitrine bombée. « Vous le faites bien, vous ? Moi, je suis un magicien.
Moi aussi. Tout le monde éclata de rire. Il est saoul, lança quelqu'un. Je ne suis pas saoul, quand je suis saoul je ne suis pas comme ça. De nouveau éclat de rire. De toute façon, je ne redescendrai pas avant d'avoir avalé les lames. Un autre, il faudra les recracher, hein. Je ne suis pas un voleur, je lui rendrai ses lames. Éclat de rire. De toute façon je ne redescendrai pas, répéta-t-il martelant et détachant chaque syllabe. Quelques secondes de silence. Des rumeurs commencèrent à s'élever de la foule. Et comme cela arrive parfois dans ce genre de situation, un imprudent osa. Donnez-lui donc les lames. Et la foule, oui, donnez-lui les lames. Le magicien qui jusqu'alors avait essayé de dissuader l'apprenti sorcier de son défi insensé, sous la pression subite de la foule et visiblement mu par le sentiment qu'un refus obstiné pourrait passer pour un moyen d'échapper à la démystification de sa prétendue magie, après beaucoup d'hésitation, remit une lame au provocateur. Celui-ci, s'adressant au magicien, sourire aux lèvres. « C'est quoi déjà la formule magique pour commencer ? » « Pardon ? Non, je plaisante, je la connais. » Rire bref, plutôt anxieux de l'assistance suivi de silence. Le kidam exhiba la lame, se racla la gorge, l'introduisit doucement dans la bouche, et l'avala. Immédiatement, des deux mains, il s'agrippa la gorge et commença à hurler à mort. La foule épouvantée se débanda. Des courageux s'approchèrent de la scène. À l'aspect torturé du bravage de tantôt, ils détournèrent la tête d'horreur, ils vomissaient son sang secoué de spasmes. On fit venir une camionnette, on l'emmena à l'hôpital. À peine arrivé, il expira. Dès cette nuit, la peur, jusqu'alors sourde au sein de la communauté Popo, commença à s'exprimer clairement. En effet, depuis quelque temps déjà, courait le bruit d'une révolte autochtone en préparation contre notre colonie. Nos parents tenaient l'information de relations gabonaises, hommes et femmes, employés, clients ou simples voisins. Les raisons en étaient multiples. 3 m'en reviennent, qu'on retrouve presque toujours, ensemble ou non, parmi les reproches formulés à l'endroit des immigrés et qui en constituent en quelque sorte l'ossature. Les Popos accaparaient les emplois des Gabonais, les Popos étaient des voleurs et des parasites, les Popos étaient méprisants envers les Gabonais. Ces 3 griefs, terreau d'une révolte imminente, s'enracinaient par ailleurs dans un état d'esprit alors vivace et parfois encore présent en Afrique, opprimé par le blanc soit. Par mon frère noir jamais. Autrement dit, on est prêt à accepter toutes les vexations, toutes les exactions de la part des blancs, mais aucune de la part de ses frères noirs, ce serait un comble. La révolte en gestation était maintenant parvenue à maturité. Année 1953. Un jour, tôt dans la matinée. De loin nous parvenait une énorme rumeur assourdie par la distance. La nuit précédente, une veillée funèbre Popo avait été assaillie et dispersée à coups de bâton et de machette par une troupe de Gabonais. Toute la famille se regroupa spontanément dans la cour. Nous aperçûmes dans le lointain, flou, une masse mouvante enveloppée de nuages, le genre de nuages produit par temps venteux par le soulèvement de la poussière. Mais ce n'était pas la saison, et il ne ventait point. Alors, de quoi s'agissait-il ? À ce moment, arriva en courant un travailleur saisonnier de ma mère, l'un de ceux qui ne travaillaient qu'en dehors de la période de fête. Il nous cria sans s'arrêter, « Ils arrivent, fuyez !» C'était l'un des informateurs qui avait prévenu de la révolte sans toutefois avoir pu en préciser la date. Manifestement pris de court, il faisait tout son possible pour alerter le maximum de gens. D'un seul coup, nos regards se tournèrent vers notre mère. Elle rassembla les 3 petits, Yema, Nyonvi et moi devant elle. Godfried et Aloukba se rapprochèrent et l'entourèrent. Elle resta silencieuse, grave. Son regard traduisait son anxiété, son immobilisme, son état désemparé. Une voisine gabonaise, une dame d'un certain standing, se dirigea précipitamment vers nous. Ce n'était pas une relation de notre mère. Leur rapport était juste courtois. Elle vivait seule. On ne savait rien d'elle, sinon qu'elle recevait souvent en toute discrétion des messieurs fort respectables. « Madame, prenez quelques affaires et venez chez moi », dit-elle à ma mère. « Vous les petits, partez avec madame. Godfried et Aloukba suivez-moi », fit immédiatement notre mère sans perdre le temps d'échanger quelques mots avec la dame. 5 minutes plus tard, ils nous rejoignirent, tous 3 chargés de valises prudemment préparées de longue date. En mer avisée,
contrairement aux apparences, et Pourri avait pris quelques dispositions élémentaires à toutes fins utiles. La rumeur s'amplifiait, se précisait. D'un fond sonore massif révélateur de l'importance de la foule, émergeaient cris, insultes, menaces. L'oreille localisa bientôt les manifestants, au niveau de notre maison. Une sommation fusa du tumulte. Sortez Popo. Puis. Sortez ou on casse tout. Des bruits de bris de bois et de verre indiquaient que le saccage avait déjà commencé. Peu après, on entendit. Ils ne sont pas dedans. On vint frapper à la porte de notre refuge. Notre hôtesse se pointa à l'entrée. Que voulez-vous? Il semble qu'il y a des popos chez vous. Il y a quoi? Des popos. Il n'y a pas de popos dans ma maison. On va monter voir. Oui, on va monter voir, reprit en chœur le groupe d'assaillants. À Port-Gentil, les maisons reposaient sur un plancher surélevé d'environ 1 mètre. C'était la norme indispensable pour les prémunir contre les écoulements torrentueux des eaux de pluie. Un escalier court y menait. Personne ne montera chez moi, savez-vous qui je suis? Essayez donc et vous verrez. Des voix confuses s'élevèrent de la foule, suivies de murmures évanescents. La porte se referma. La dame revint vers nous. Ils sont partis. Une profonde respiration délivra nos cœurs angoissés. Ils ont tout saccagé. Pour le moment, vous allez rester ici. Ce serait dangereux de sortir. À la tombée de la nuit, elle alla explorer les débris de notre maison. Elle en rapporta quelques babioles dédaignées des pilleurs. Le lendemain ou 2 jours plus tard, peut-être plus longtemps après, ma mémoire demeure incertaine, récupérés par des secours militaires, nous fûmes emmenés à la mission catholique devenue l'asile des parias que nous étions devenus. Nous y retrouvâmes beaucoup de nos compatriotes. Combien de jours, de semaines ce centre nous hébergea-t-il? Après le rétablissement de l'ordre grâce à l'intervention militaire et à l'appel au calme de Léon Mba, futur président de la République gabonaise, nous regagnâmes nos domiciles. Non sans crainte, mais les impératifs de la vie finissent souvent par l'emporter sur les injonctions de la peur. Dernier jour à Port-Gentil. J'approchais maintenant de mes 10 ans. Ma mère finit par se rendre, malgré sa méfiance inlassablement proclamée de confier les fruits de ses entrailles à autrui, à l'avis général de me laisser retourner au Togo afin d'aller commencer l'école. Quel fut mon état d'esprit à l'annonce de cette nouvelle? Je quittais un environnement familial qui, malgré l'absence de mon père, me satisfaisait pleinement, mes copains de jeu, nos poursuites certains jours, de ces petites hirondelles effrontées qui nous narguaient à voler à notre hauteur et que, malgré leur habileté à zigzaguer pour esquiver nos cailloux, tombaient parfois, atteintes, suscitant la fière parade du héros au chant de « J'en ai tué une. J'en ai tué une », son trophée au poing suivi du reste de l'armée. Fini nos parties de pêche avec des filets à notre taille, fabriqués exprès pour nous ou récupérés sur de véritables filets usés. Quelques semaines après la pluie, voire quelques jours, sur une terre où la vie ne demandait apparemment qu'à éclore, les mares regorgeaient de bébés poissons frétillants et devenaient nos lieux de pêche. Une pêche ludique. Aucun de ces poissons n'était consommé. Face à tous ces regrets, une seule perspective me procurait un plaisir certain, même s'il était loin de les effacer, me débarrasser enfin de ces chics qui nous squattaient les pieds à tous depuis notre arrivée sur le sol gabonais. Ah! Les sales bestioles. Comparativement à d'autres, Yéma était de cela, un chouchou de ces indésirables, on peut affirmer qu'elle me ménageait, moi. Port-Gentil tout entier en était infesté. Certains natifs en arrivaient à marcher comme des éclopés, tant leurs pieds endoloris par l'enflure souffraient du moindre contact. Il faut avoir vu soi-même l'état pitoyable de certains pieds pour se rendre compte des ravages que pouvait provoquer une puce d'à peine 1 millimètre. Alors tout un bataillon. Yéma aussi s'en débarrasserait en m'emboîtant le pas, 2 ans plus tard. LOME, enfance et adolescence. École Boubacar, 12 juillet 1954 CP1. Léon, dernier rang, 6e à partir de la gauche, étoile. À gauche, Maître Soji, à droite, Maître Chardet. Saint-Joseph. Juillet 1953. Me revoilà donc dans ce bateau, cette fois-ci, dans la direction contraire, mais toujours avec le même malaise.
6 jours et 6 nuits de nausées, de vomissements. À Lomé, je fus recueilli par ma tante Thérésia, la plus jeune des 4 sœurs de ma mère. Quelque temps après, je regagnai le domicile paternel. Commencèrent alors les démarches pour mon inscription à l'école. Problème, j'avais atteint la limite d'âge scolaire, j'avais plus de 7 ans. Que faire? Une seule solution, me rajeunir de 3 ans grâce à l'établissement d'un acte supplétif en remplacement du certificat de naissance authentique, ipso facto annulé. C'était une pratique courante. Dans une Afrique où l'utilité de commencer tôt l'école ne s'imposait qu'à une minorité d'esprits, où nombre de parents ne se décidaient à scolariser leurs enfants que bien tard, une observance rigoureuse de cette règle de limite d'âge conduisait à la contourner par cette entorse juridique considérée comme nécessaire, donc tolérable. Je suis donc officiellement né, en juillet 1946, indique mon acte de notoriété. Pas le 1er ni le 14, en juillet. Pourquoi cette imprécision? Je découvrirai plus tard sur mon certificat de baptême ma véritable date de naissance, le 29 novembre 1943. Si au Togo, donné comme date de naissance juillet 1946 ou plus simplement 1946 contentait les gens, c'est votre problème qu'on soit né en juillet ou en décembre, sans autre précision. Je découvrirai dès mon arrivée en France le caractère indispensable de cette précision calendaire. D'abord pour remplir le moindre document administratif. Et puis il y a toute cette foule d'astrologues anonymes qui veulent à tout prix, à partir de votre date de naissance, vous coller sur le front un signe astral. Pour des raisons administratives, je choisirai le 29 juillet 1946 comme date de naissance, rétablissant partiellement la vérité, au moins au niveau du quantième. Mais nous n'en étions pas encore là. La question de mon inscription était maintenant réglée. J'étais prêt pour commencer l'école. En attendant la fin des vacances, je continuais à me refamiliariser avec mon père, ma belle-mère, mes demi-frères, à m'habituer aux derniers venus dans la famille et aux nouveaux locataires. La maisonnée avait connu beaucoup de mutations. Les 4 enfants de la première couvée de ma belle-mère, seul et doué, instituteur en fonction au centre du pays, passaient ses grandes vacances à la maison. Sewavi vivait en location à l'extérieur. Les 2 filles, Télé et Toucuit, mariées, avaient rallié le domicile conjugal. Mes frères Atisso et Simon, il s'agit et sauf précision il s'agira de mon frère consanguin, étaient toujours là. Le premier, devenu chauffeur, venait d'avoir son premier garçon prénommé Innocent d'une jeune fille appelée Cafui. Simon allait à l'école. Ma sœur Anouvi était morte, je le savais depuis Port-Gentil. Sa disparition subite, je l'apprendrai plus d'un demi-siècle plus tard, avait causé à papa un chagrin immense et inapaisable. Efo Akakpo, devenu tailleur, avait installé son atelier dans la maison. La concession abritait également 3 locataires. Efo Louis et Efo Basile dit Basilios pour les adultes, les familiers, et Zogbayagbaya pour tous 2 originaires du Dahomey, le 3e, j'ai oublié son nom, un monsieur au rire franc et cristallin horloger de son état. Le premier était menuisier, le 2e mécanicien de roues. Zogbayagbaya était un surnom. C'était une sorte d'onomatopée censée imiter la pétarade de la mise en marche d'une motocyclette. Dans ces années-là, l'allumage électrique n'existait pas encore, du moins pas sur celle importée au Togo. Le démarrage à pédale s'accompagnait d'une détonation assourdissante caractéristique. Ah! Zogbayagbaya. Comme il était fier dans sa tenue de parade les jours du Tour cycliste de Lomé. Et ce tour. Quel événement! Certains concurrents attendaient rivés sur la ligne de départ jusqu'à la fin de l'épreuve. Le cousin qui devait leur prêter le vélo avait oublié, il était parti au village. D'autres prenaient la course après quelques tours. Il venait juste d'entrer en possession du vélo prêté par un cousin. Une 3e catégorie se voyait contrainte d'interrompre sa participation. Le cousin, propriétaire du vélo, devait se rendre d'urgence au village. On y assistait à chaque fois, au tour cycliste de notre ville. On s'y rendait principalement pour Zogbayagbaya. Regroupés sur le trottoir près du point de départ situé sur l'avenue des Alliés en face de l'immeuble qui abriterait quelques années plus tard le centre culturel français, on guettait le passage du héros de notre quartier. Il roulait une centaine de mètres devant les coureurs pour les annoncer et dégager la voie. Dès son apparition nous hurlions « Zogbayagbaya ».
Lui, fier et sérieux sous son casque, derrière ses grosses lunettes noires, dans son uniforme et ses bottes, ne nous jetait même pas un coup d'œil, ne nous rendait pas notre cri comme à l'accoutumée. Mais il savait que c'était nous, nous en étions sûrs. Nous ne lui tenions pas rigueur de son indifférence du moment, nous comprenions vaguement les exigences de la circonstance. Aussi chaque fois qu'il repassait, Zogbayagbaya. Efo-Louis aussi avait un surnom, Zotolibaka, d'un usage réservé à une circonstance particulière. Il s'employait plus pour l'interpeller que pour l'appeler, en forçant quelque peu la voix, de cette façon particulière des Togolais du Sud de marteler les noms de guerre. Zotolibaka était un grand amateur d'akoumé, pâtes togolaises et béninoises, à base de farine de maïs excellemment associée à une sauce de gombo. À en croire sa réputation, il pouvait en manger sans s'en lasser tout au long de l'année, midi et soir. Ce surnom tirait son origine, assurait-on, de cette affection immodérée. Et chaque fois qu'on le voyait attablé devant son plat favori, le mot jaillissait, Zotolibaka. Un deuxième mets avait les faveurs de Efo-Louis. Ici, tous les hommes sauf mon père partageaient son goût. Il ne s'agissait pas d'une nourriture ordinaire, quotidienne, préparée par l'épouse, la mère ou une sœur. C'était un mets occasionnel, entouré d'un rituel empreint de gravité simulée et d'un secret de polichinelle qui enveloppait également la capture de la bête, son exécution et sa préparation par les hommes eux-mêmes, la viande de chat. Ici, une précision s'impose. La viande de chat n'est pas une viande ordinaire, en ce sens que vous ne la trouverez pas sur l'étal d'un boucher. Personne ne vous la présentera à table. Personne, ni même ses inconditionnels, ne pratique l'élevage ni artisanal ni industriel de chats de boucherie. Alors, d'où provenait la viande de chat? Eh bien, de chez le voisin. Oui, il s'agissait toujours d'un chat du voisinage. Dès qu'un chat errant venait à rôder dans la cour, on observait ses habitudes, ses heures d'arrivée, ses heures de départ, ses coins de prédilection. Bientôt la Saint-Joseph. On va bientôt lui faire sa fête, disait-on. Joseph était le nom argotique du charmant petit félidé. La capture du chat se déroulait toujours la nuit, à l'heure où dormait la quasi-totalité de la maisonnée. Ceci pour deux raisons. D'une part pour garder le secret de l'opération, ensuite, c'était la principale préoccupation, éviter tout accident. En effet, c'était une opération réputée dangereuse. Elle ne se laissait pas faire, la petite bête. Elle se défendait avec acharnement jusqu'à son dernier souffle. Égard à vous si par malheur il parvenait à s'échapper de son piège. Il se jetait avec la dernière énergie sur la première personne trouvée sur son passage, la lacérait de ses griffes, lui crevait les deux yeux. Personnellement, je n'ai jamais assisté à un tel drame. Mais la méthode d'exécution du chat le rendait plausible. Atroce. La nuit de l'opération, l'heure venue, les protagonistes placent des obstacles devant tous les coins habituellement visités par Joseph, lui en interdisant ainsi l'accès, sauf un, le plus étroit. À peine engagé dans le réduit, il se rend compte du piège, ressort en trombe. Trop tard, pris dans le sac de jute disposé à la sortie, refermé promptement et tenu fermement par le geôlier. Joseph se débat de toutes ses griffes et de tous ses miaulements rageurs. Branle-bas. Tous les autres accourent. Le geôlier ne résisterait pas longtemps tout seul. Certains maintiennent au sol le sac constamment agité, d'autres en ligaturent solidement et à plusieurs reprises l'entrée. On le traîne jusqu'au bloc de pierre qui sert de meule à piment. Commence le supplice. Dans la nuit silencieuse déchirée par les cris poignants de l'animal, le sac cogne violemment contre la meule. Sans arrêt. Pendant des minutes et des minutes. Les participants se relaient. Pas facile de tuer un chat. Les cris, continus et désordonnés au début, s'espacent au fur et à mesure et vers la fin, ne soulignent plus que les chocs douloureux contre la meule. De même les agitations. Bientôt plus rien. On s'arrête, on dépose le sac, on écoute, on se regarde, on le dirait mort. Mais ce n'est pas sûr. Une ruse de félin peut-être. Si chat échaudé craint l'eau froide, chasseur de chats redouble de prudence. On repère la tête à travers le sac. 2 coups de matraque. Le crâne se fracasse. Cette fois-ci, Joseph est bien mort. On passait à la deuxième phase de l'opération, phase nettement moins dramatique, la préparation du repas. Le chat sorti du sac était sommairement nettoyé du sang, éventré, éviscéré, grillé au feu de bois pour le débarrasser de ses poils. Lavé,
dépecé en morceaux d'une bouchée, légèrement salé. Il était frit dans de l'huile d'arachide avant de finir en une sauce qu'accompagnait le pinon, plat à base de gali. Mais le pinon n'était pas préparé immédiatement. Il se consomme de préférence chaud et l'on ne passait pas à table sur le champ. Dès que la sauce était prête, on rangeait tout. On allait se coucher si la nuit n'était pas trop avancée, ne tirait pas déjà à sa fin. Dans le cas contraire, on restait à bavarder jusqu'au lever du jour. On allait prendre sa douche. Puis chacun vaquait à ses occupations habituelles. Vers 11 heures, le groupe se retrouvait pour la suite des opérations. Tout devait être fin prêt, pour midi et demi. Au milieu de la cour se dressait une imposante table sur laquelle trônaient 2 récipients contenant l'un la viande, l'autre plus spacieux, le pinon tout fumant. Vous parlez d'une discrétion. La tête du chat restait à l'écart dans une assiette couverte. Pour des raisons mystérieuses, seuls quelques privilégiés y touchaient. 1 ou 2 invités exceptionnels arrivaient juste à temps pour participer au festin. À leur apparition, on simulait la surprise. Quelqu'un lançait. « Tiens, d'où sortez-vous » Un autre. « On ne peut donc rien vous cacher » Un troisième. « Ils en ont perçu l'odeur, ils ont le nez si fin. » Tout le monde éclatait de rire. Ce repas joyeux entre hommes ne manquait pas de susciter les commentaires des femmes. À celle qui s'étonnait. « Vous avez encore tué un chat cette nuit ?» On lui répondait « Quel chat ? Crois-tu qu'un chat se laisse tuer si facilement ? C'est du bœuf. » Et le repas continuait dans le rire et la bonne humeur. Les premières années scolaires. Les vacances étaient maintenant terminées. L'école avait repris depuis quelques jours. Mon maître s'appelait Monsieur Chardet. Je n'ai jamais oublié son nom, mais son visage ne m'apparaît plus qu'en filigrane. Pensez donc. 1953, nous sommes en 2005, plus de 50 après. C'était un vieil instituteur. J'ai dû être un de ses tout derniers élèves. Un homme calme, très doux. Tout le contraire de certains spécimens qui jalonnèrent ma scolarité. Mon école, école Boubacar, se trouvait à 800 mètres environ de la maison. Mes premiers mois d'écolier furent laborieux. « Toi, tu as l'air intelligent mais… » me dit un jour paternellement maître Chardet, étonné de mes difficultés. Oui, ainsi appelions-nous nos instituteurs, maître pas monsieur. Je ne tardai pas à lui donner raison. À la fin de l'année, je fus classé premier de la classe. Ainsi débuta une légende justifiée de fort en thème qui se consolida jusqu'au lycée. Elle a même survécu dans la mémoire de condisciples. Aujourd'hui encore, d'aucuns me rappellent avec admiration ce passé lointain. Je montai donc sans encombre en 2e année du cours préparatoire. Dans la classe de maître Benoît Sodji. Un instituteur redoutable, qui faisait trembler la terre entière. Un de ces instituteurs dont la réputation, non de compétence mais de sévérité, résonnait dans toute la petite ville de Lomé et au-delà. Tous portaient un surnom éloquent, significatif de leur particularité, celui de maître Sodji, Ugbodaouti. Dans le quartier de Zongo, aujourd'hui rejeté hors de la capitale, les Haoussa donnaient notamment comme aliment à leurs troupeaux de chèvres et de moutons un certain arbuste. Les bestiaux embroutaient les feuilles et laissaient les tiges. Ugbodaouti, c'était cette tige, pas trop épaisse, pas trop mince non plus, mais idéalement élastique. Maître Sodji en avait fait son auxiliaire indispensable. Surtout le vendredi après-midi, le jour de la dictée de contrôle. Un camarade était chargé de l'approvisionnement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.